Bonjour Alain Bauer, vous êtes professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes professeur de criminologie, vous publiez Déclinocène chez Fayard. On va en parler dans quelques instants. Quand je parlais de criminologie, on a vu ce fric-frac spectaculaire au musée du Louvre. Ça paraît absolument incroyable, au cœur de Paris, un dimanche matin, 9h30, comme ça, qu'avec une échelle de déménageurs, 4 malfrats s'emparent des bijoux de la couronne. C'est un signe de quelque chose qui se passe aujourd'hui en France? Alors, on pourrait le considérer comme cela, pas à cause de l'événement en tant que tel, mais à cause de la multiplication d'événements du même genre au cours des dernières années. Quelques jours avant, il y avait eu le vol au Muséum d'Histoire naturelle, une pépite de 6,5 kg d'or, 2 cambriolages à 24 heures d'intervalle au musée Jacques Chirac à Saran, le vol d'un retable sacré de Chaumet à Paray-le-Monial. Bref, oui. Vous en avez une oui, mais là, on est dans le plus grand musée du monde, oui, Alain mais Bauer, ce plus grand musée du monde n'est pas un musée. Oui. C'est un palais transformé en musée dans lequel on a rassemblé des dizaines de milliers d'œuvres qui reçoit un nombre invraisemblable de visiteurs et dont on veut encore augmenter les flux, alors même que rien n'a été pensé en termes de sécurité. Alors qu'il y a eu des rapports. Des rapports, il y en a régulièrement. Ils permettent de caler les armoires, comme le disait un de mes prédécesseurs lointains qui faisait beaucoup plus de politique que moi. Non, dans la réalité, la sûreté d'un site, c'est de la périphérie, de la périmétrie et du compartimentage. C'est simple. C'est ce qu'on donne au niveau 1 de première année pour un étudiant agent de surveillance. C'est-à-dire que, on doit vérifier le plus tôt possible et le plus loin possible qu'une attaque est en cours. Or, là, visiblement, l'enceinte n'est pas protégée puisqu'on peut se garer n'importe où, n'importe comment, y compris avec un monte-charge. 2, la périmétrie. C'est-à-dire que le balcon et la fenêtre auraient dû être protégés. Ce n'est pas le cas. Oui. Cette fenêtre est très ancienne. On le voit d'ailleurs en regardant l'état de l'huisserie. Quand on a une disqueuse. Oui, et puis visiblement, la vitre était faite pour résister, grosso modo, à un gros coup de poing. Oui. Et puis troisièmement, le compartimentage. Une fois que vous avez perdu la périphérie, la périmétrie, que quelqu'un est dans votre cuisine, vous essayez de faire en sorte qu'il n'entre pas dans votre chambre à coucher. Oui. Et ça, ce sont les vitrines de protection qui, visiblement, dont le concept d'une part et la résistance d'autre part... Elles auraient été changées en plus. Oui, mais visiblement, elles ont été changées en mode dégradé, comme le rappellent les experts qui connaissent le sujet. Alors, pour des tas de raisons diverses et des injonctions contradictoires, sauver les bijoux en cas de feu, résister à une attaque en cas d'agression. Et en fait, tout est contradictoire dans ce musée. Les seuls qui se sont bien comportés, ce sont les gardiens. Oui. Les gardiens ont préservé le public. Ils ont été menacés avec les disqueuses. Oui, mais ils ont réussi à protéger le public. Pas faire grand-chose. Oui, mais ils ont protégé le public. Et à un moment donné, avec l'aide des policiers qui arrivaient, les attaquants n'ont pas réussi à voler la troisième, celle où il y avait la troisième vitrine, celle où il y a le régent. Magnifique. Ils ont quand même emporté une couronne qui s'est retrouvée sur la chaussée parisienne. C'est quand même un symbole, une couronne royale qui se retrouve sur le bitume à Paris un dimanche matin. J'ai été très choqué d'entendre cette litanie de « tout a bien marché, on est responsable de rien ». C'est ce que dit Rachida Dati, ministre de la Culture, ou ce que dit le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le musée du Louvre, etc. Tout a bien fonctionné, a dit Laurent Nunez ce matin. Mais rien n'a marché parce que tout fonctionne en ligne de nage et à la fin, rien ne fonctionne, mais chacun est content de démontrer que sur son petit morceau de truc, ça a bien marché. En fait, le problème, c'est la sécurité ou la sûreté, c'est des problématiques globales. Et en la matière, que ce soit sur l'incendie où le Louvre a 10 à 15 ans de retard, dit le rapport de la Cour des comptes, qui va être enfin publié définitivement dans les jours qui viennent, puisqu'on en a déjà des gros morceaux transmis par la presse. Et en matière de sûreté, c'est quasiment 20 ans de retard. Mais donc, comment on en est arrivé là? Parce qu'un musée, c'est fait pour montrer... les conservateurs pour conserver, mais personne n'a jamais pensé à préserver. Dommage, dommage. Ah bah, c'est le cas. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas des responsables aujourd'hui qui devraient démissionner, qui devraient dire voilà ma responsabilité? La conservatrice a eu au moins le courage et l'honnêteté de présenter sa démission. Elle vient d'arriver depuis 2 ans, on ne peut pas dire que c'est de sa faute. La responsable de la sécurité, qui vient d'ailleurs de l'Office central de répression des atteintes aux biens culturels, est là depuis 1 an seulement. Donc on ne peut pas dire... Il paraît qu'on a refait on a refait des salles de banquets à l'intérieur, on a dépensé beaucoup d'argent. Oui, pour accueillir des réceptions. Refaire le Louvre, c'est des centaines de millions d'euros. Mais chacun voit à midi à sa porte. Le problème, c'est les 15 années d'errement des précédents administrateurs et probablement pour une petite partie
des personnes qui sont en place, avec une insouciance totale de l'État. Le Louvre, aujourd'hui, c'est Notre-Dame hier. Oui, oui, mais alors certains y ont vu un symbole un peu d'un déclin français, d'une situation où les choses ne sont plus sous contrôle. Je l'explique dans mon livre sur un président de la République, mais je sais qu'on n'en parlera pas, mais un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en prison, et que tout ça symbolise quelque chose au fond d'un déclin français. Alors, tout n'est pas déclin. Une décision de justice, c'est une décision de justice. C'est plutôt un acte, en droit, ça s'appelle un acte positif, même s'il a des effets qui sont terrifiants pour ceux qui sont directement concernés, et pour lequel moi j'ai toujours une pensée. Mais la question là, c'est que le cumul de désastres, d'erreurs, d'incompétence, d'inconséquence, d'insouciance et d'arrogance donne le sentiment d'un État à la dérive. C'est le cas. Ce point de vue-là, c'est le cas. Oui. C'est un sentiment ou c'est réellement le cas? Parce qu'on voit les effets. Je dis, le cumul de tous ces phénomènes fait passer du sentiment à la réalité. Mais c'est qui sont les responsables? Comme j'explique souvent, il y a une différence entre le sentiment d'insécurité, qui est une excuse pour ne rien faire, à la réalité de la violence, qui est un constat de la réalité. Nous sommes dans le constat de la réalité. Oui, on entendait ce matin le ministre de l'Intérieur chez notre consoeur Sonia Mabrouk qui était interviewée et qui, sur la question par exemple du nombre de clandestins en France, discutait les chiffres, parlant de premier temps de 200 000, maintenant il dit 700 à 900 000. On a l'impression d'une France qui n'est pas sous contrôle. Je ne crois pas qu'il y ait une statistique des immigrés possible, puisqu'il faudrait les compter. Pour des clandestins, oui. Oui, clandestins, tout est dans le... 460 000 bénéficiaires de l'AME, Ah, mais ils ne sont donc pas clandestins. Oui. S'ils sont bénéficiaires de l'AME, ils sont donc connus et identifiés. Le clandestin, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les autres, ils sont irrégulièrement sur le territoire, mais ils sont identifiés. Et puis, vous en avez qui sont régulièrement sur le territoire. Et en fait, tout ça fait un immense lot que j'avais traité dans La Conquête de l'Ouest, mon ouvrage précédent, puisqu'on est dans une série, afin d'expliquer ce qu'est la problématique de la réalité de l'immigration en France, de sa construction historique. Et ça veut dire une ville entière de la relation avec la démographie. Oui. Pardon ? Ça veut dire une ville, l'équivalent d'une ville entière en France, d'immigrés nouveaux chaque année. Mais il n'y a que des immigrés en France. La construction de ce pays par l'État, c'est le seul pays où l'État a créé une nation. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a de commun entre un Breton, un Corse, un Basque et un Alsacien? Rien. Oui. L'État a inventé une nation. La République a inventé un roman national. Et aujourd'hui, nous sommes face à un problème assez simple. C'est ce que nous avons fait hier avec les Italiens, les Espagnols, les Portugais et les Polonais, dont on disait exactement la même chose, parfois même en pire, dans les journaux du moment, il y a 100 ans, que ce qu'on dit aujourd'hui des Maghrébins ou des Africains, c'est transformé en un processus d'assimilation tel qu'il est encore indiqué dans le Code civil, en un processus de multiculturalisme où il n'y a plus rien qui nous soit commun parce qu'on doit respecter toutes les différences. C'est l'État qui s'est retiré, ce n'est pas les immigrés qui nous ont envahis. D'abord, on les a aspirés. Il y a eu un Dyson de l'immigration, fait pour des raisons économiques, après l'énorme choc démographique qui a été la Première Guerre mondiale, que nous n'avons jamais rattrapé, et avec le deuxième choc démographique, puisque pour la première fois cette année, nous avons plus de décès que nous n'avons d'enfants. Oui, mais alors pourquoi le ministre de l'Intérieur dit « je ne veux pas donner le chiffre du nombre de clandestins » Parce que le ministre de l'Intérieur... Parce que, dit-il, je ne veux pas créer de polémique. Parce que le ministre de l'Intérieur... Il dit que donner la vérité des chiffres serait créer de la polémique. Est en train de changer d'uniforme et qu'il est resté un haut fonctionnaire qui ne veut pas alimenter la confusion, les passions, etc., et qu'il découvre la dure réalité de la vie politique avec une journaliste aussi efficace et parfois incisive que Sonia Mabrouk. Oui, mais pourquoi on aurait peur de dire la vérité aux Français? Parce qu'on a peur des Français. Oui. Ce pays a peur du peuple. Sa hiérarchie, sa noblesse d'État est terrorisée par le peuple. En France, tout est fait pour que le peuple, si possible, ne décide de rien. On parlait tout à l'heure judiciaire, il y a très peu de jurys, et quand ils existent, ils sont sous le contrôle de magistrats, des fois qu'ils prennent une décision qui ne serait pas satisfaisante. À la différence anglais, nous n'avons pas d'habeas corpus, nous donnons des leçons de droit et de liberté au monde entier, mais nous n'avons pas d'habeas corpus. Nous sommes un pays où le peuple est censé, et s'il s'exprime par référendum, surtout faire en sorte de ne pas appliquer ce qu'il vient de voter, ce qui a été le cas sur la Constitution européenne. Un référendum sur l'immigration, par exemple, c'est exclu. Ben non, ça devrait ne pas être exclu. Moi, je suis pour le référendum à la Suisse, pour tout. Oui, on entend Emmanuel Macron dire peut-être un référendum sur la question des retraites. C'est pas peut-être. Alors, on choisit les questions, et des questions, on a le droit de s'exprimer. Non seulement on choisit les questions, mais souvent on choisit les réponses. C'est le drame de l'État en France. L'État doit se réapprendre qu'il est le représentant du peuple et qu'il n'en est pas le propriétaire. Oui. Et ça, c'est son drame. Donc ça veut dire qu'au fond, ce pays, il y a une coupure des élites avec le peuple quelque part. Oui, mais depuis longtemps. Et on sent aussi au plan politique, on voit la crise politique aujourd'hui alimente ça. Une crise qui s'accentue.
un écart qui s'accroît, un vrai problème qui avait été bien senti par pardon, Jacques Chirac quand il a fait sa campagne électorale en disant je sens qu'il avait, suite à une lecture d'un livre d'Emmanuel Todd, où il avait parlé du fossé qui s'agrandissait, mais rien n'a changé. Oui, alors c'est vrai qu'un président, l'ancien président de la République en prison, une défiance envers le politique, au fond, tout ça va dans un sens du populisme. Le médiatique, même le scientifique depuis le Covid. Il n'y a plus d'institution parce qu'il n'y a plus de vérité. Le concept de vérité, qui était, il y a la vérité et le mensonge, le vrai et le faux, a disparu. Tout est alternatif. Oui. Donc s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de mensonge, et donc du coup on ne sait plus à quel saint se vouer. On est donc obligé de revenir soit à la croyance, et vous avez pu noter le retour aux religieux, quel qu'il soit d'ailleurs, soit au refus. En fait, désormais en France, vous avez les PRAF contre les P2R, les plus rien à foutre, contre les plus responsables de rien. Ça laisse un vide immense dans lequel s'engouffrent toutes les folies, tous les complotismes, tous les rejets, toutes les violences, parce qu'on attend un retour à l'ordre, avec un O majuscule. Oui, mais on a parfois l'impression que les hommes politiques n'écoutent pas ça. Non, c'est vrai qu'on le mot immigration n'a pas été prononcé dans le discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Non, les hommes politiques, et les femmes politiques d'ailleurs, écoutent, parfois ils entendent, parfois ils comprennent, mais ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils pensent que le peuple est en retard sur le moment où il faut prendre des décisions. Quand on discute immigration, si on ne parle pas de démographie, ça ne sert à rien de discuter immigration. Parce que la question, c'est qui va payer les retraites, justement. Qui va payer les retraites? Ce n'est pas quel est le tarif de la retraite, ce n'est pas quel est l'âge de départ à la retraite, c'est qui paye. Et ça ne peut pas être les mêmes qui payent tout le temps, puisqu'on est à presque l'équilibre entre le nombre de retraités et le nombre de cotisants. C'est ce qui est prévu, c'est toujours les actifs qui vont payer. Mais ça n'est pas possible. Donc cette question est déjà résolue. Ça n'est pas possible. Il faut donc prélever ailleurs, et pas sur le travail, mais sur la production, sur les importations, sur les délocalisations, sur la taxe à la création de richesse qui avait été pensée par un parlementaire il y a quelques années et qui avait été rejetée par lâcheté. Vous êtes pour cette taxe de toujours payer les plus riches, faire payer les riches. En fait, c'est un peu le slogan. Les riches, ils payent. Ils peuvent payer encore plus, peut-être. Les riches, ils ne payent pas suffisamment parce qu'on a inventé des principes de facilitation, d'optimisation fiscale pour leur permettre de moins payer. Mais qui a inventé ça? Les parlementaires qui eux-mêmes, tout d'un coup, découvrent ce qu'ils ont voté. Parce qu'il faut les garder, ces riches en France, parce qu'on a peur qu'ils s'en aillent. Les riches, en tout cas, je ne sais pas, mais les inventeurs, les créateurs, les innovateurs, heureusement, déjà, ils s'en vont. Ils inventent en France parce que nous continuons à former les meilleurs esprits disponibles et ils sont immédiatement rattrapés par les Américains d'un côté ou les pays du Golfe qui leur disent « mais venez chez nous, vous allez gagner de l'argent ». Oui. Et dans ce pays, gagner de l'argent, c'est mal. Donc il y a un petit problème entre la présentation de l'idée qu'on se fait de la richesse et le fait de garder le patrimoine, par exemple. Oui, par exemple, alors on va parler de votre livre, on veut taxer les boissons sucrées. Du coup, une grande marque, la plus célèbre de boissons sucrées dans le monde, va se désinvestir de France. Au vu de ce que ça coûte en termes de santé publique, bon vent. Oui, ah oui. On dira parce que personne ne regarde l'effet d'après. Tout le monde regarde l'effet du moment. Alors, oui, ça fait des emplois en moins. Je sais bien, c'est ce que j'explique. C'est pour ça qu'on ne va pas sauver l'humanité en sacrifiant les humains, ce qui est le drame de l'écologie punitive. Mais par contre, dire, écoute, ta boisson, elle aura moins de sucre, et puis progressivement, tu vas trouver des solutions alternatives, comme de grandes marques qui offrent désormais toute une série d'options. Certes, elles n'ont pas toujours le même goût, encore que ce goût a beaucoup évolué. Dans le temps, quand vous regardez la concentration en sucre, en sodium, vous avez aujourd'hui même, des rapports sur l'état des polluants éternels dans tout. Voilà. Nous créons nous-mêmes un drame médical et hospitalier qui va coûter de plus en plus cher à la société, ne serait-ce que pour corriger les effets de ce que nous laissons faire. Alors avant, on ne savait pas. Nous avions toutes les excuses possibles et imaginables. Maintenant, on sait. Mais on ne va pas brutalement arrêter le plastique, le diesel, etc. Ça, c'est l'idée incroyablement radicale et totalement incompréhensible qui est dit aux gens. Bon, maintenant, vous arrêtez tout ce que vous faisiez. C'est ce qu'a fait l'Union européenne en interdisant les voitures. Et elle a donné le marché aux Chinois en tuant l'industrie automobile. Donc là, on a les industries qui disent stop, repoussez cette échéance. Oui, il faut mais la l'Europe repousser, n'écoute pas. Mais imposer l'hybride, imposer les nouveaux modèles de diesel, donc dire on est d'accord, mais en contrepartie, chacun fait un effort.
Comme on dit souvent à Paris, on ne peut pas à la fois interdire les véhicules, restreindre les voies de circulation et se demander pourquoi on n'arrive plus à circuler. Parce qu'on ne peut pas avoir 3 politiques en une seule. Il faut en choisir une. Elle doit être modérée, elle doit être progressive, elle doit être intelligente, mais donc, elle doit être discutée. Il faut continuer de polluer parce que... Moins. Oui, mais il faut accepter qu'on va quand même Bien polluer. sûr. Parce que vous dites dans votre livre, on ne peut pas vouloir sauver l'humanité en sacrifiant les humains. C'est ce que je viens de dire, et au fond, vous dites, mais quand même, on va reporter tout ce que nous faisons aujourd'hui sur les générations futures. Parce que je ne veux pas sacrifier les humains d'aujourd'hui, juste avec l'idée qu'un jour peut-être on sauvera ceux de demain. Je ne suis pas pour le sacrifice, je ne suis pas pour l'immolation, je suis pour la transition. Et donc la transition, c'est du courage en disant aux gens, écoutez, on vous explique, immigration, démographie, il faut traiter les deux en même temps. Mais maintenant qu'on sait qu'il faut traiter les deux en même temps, alors on va pouvoir enfin avoir un dialogue. Retraite, c'est simple. Les actifs ne payeront plus pour les retraites, il n'y a plus assez d'actifs. Il n'y a plus assez d'enfants non plus pour payer les futures retraites des actifs d'aujourd'hui, qui déjà ne payent pas leur de retraite, mais seuls leurs grands-parents. Donc, au fond, il n'y a pas le choix. Non. Ce que dit Emmanuel Macron, il dit de toute façon, cette réforme des retraites, elle ne sera ni annulée, ni reportée. Non. Sa réforme des retraites est la plus grande stupidité qu'un président arrogant et suffisant ait fait en rejetant celle à point qui lui a été proposée par la CFDT. C'est comme ça que vous qualifiez Emmanuel Macron, Alain Boer. Pardon ? C'est comme ça que vous qualifiez Emmanuel Macron. Arrogant, suffisant, méprisant, et de ce point de vue-là, il a commis une énorme erreur en mettant le pays à feu et à sang alors qu'il avait une autre proposition, qui est celle qui fait fonctionner Agirc Arrco, les retraites complémentaires, co-gérées dans d'excellentes conditions par les syndicats et le patronat, qui fait des bénéfices, en tout cas qui a des excédents de gestion, et qui avait proposé avec la retraite à points un système général, universel, qui permettait de traiter les retraites des femmes, les retraites des très anciens, les retraites des professions ayant les plus grandes charges, les plus grandes difficultés après des années de dur labeur. Ceci permettait par la modulation du point de régler ce problème. Il l'a rejeté parce qu'il n'en avait pas eu l'idée. Elle revient là maintenant, 5 ans après, comme si de rien n'était, en ayant mis ce pays à feu et à sang, en ayant bloqué le dispositif et en ayant créé un gouvernement, comme le dit le Premier ministre, M. Lacornu, dont je salue le courage dans cette affaire, en ayant créé un gouvernement le plus faible de la Ve République. Le courage d'avoir créé le gouvernement le plus faible de la Ve République. Le courage d'avoir réussi à le créer. Mais de le reconnaître d'ailleurs, il dit « je suis le Premier ministre le plus faible ». C'est honnête. Oui. Quand quelqu'un est honnête et qu'il vous dit la vérité, on va tenir un an et demi et Emmanuel Macron va rester à l'Élysée. Ça, au fond, vous dites... C'est son problème à lui. Mais ça, c'est normal, c'est constitutionnel. C'est la vie. On se plaint toujours des élus qu'on a, mais c'est nous qui les élisons. Il faut faire avec. Mais il y a les conséquences qui vont avec. Alors, je vous cite dans le livre, vous dites « Il en va de l'épuisement des ressources comme de ressurgissement de la guerre en Europe ou encore de l'ensauvagement des sociétés les plus civilisées. Chaque fois que l'humain croit avoir réglé le problème posé par la réalité se met à lui poser problème. » C'est-à-dire qu'au fond, vous dites, on oublie l'humain et derrière, ça revient comme un boomerang. On lui impose des choses. Il n'est pas partie prenante. Vous savez, la criminologie, mon métier, c'est un métier clinique, en fait. Ça fonctionne comme la médecine. Il faut qu'il y ait un diagnostic. Le diagnostic doit être partagé. Il faut que nous soyons d'accord sur le mal dont nous souffrons. Si on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien. Pronostic. Il doit être discuté. Nous devons discuter de la possibilité ou pas de vous sauver, des conditions, de savoir s'il faut ralentir, accélérer, mettre fin à vos souffrances, etc. Et puis, thérapeutique. Homéopathie, chimie, chirurgie. Vous avez un petit rien, une petite tisane, ça va le faire, comme pour ma voix aujourd'hui. Chimie, une petite pilule. On en utilise trop, mais quand même. Chirurgie, on coupe et ensuite on discute. Or, si vous avez une éruption cutanée, le fait de perdre votre bras ne va pas vous être agréable. Si vous avez un cancer généralisé foudroyant, la tisane ne va pas vous servir à quelque chose. Nous sommes le pays des meilleurs thérapeutes du monde, sans diagnostic. Ce qui explique l'effet girouette, très bien expliqué par feu le président Edgar Faure, en expliquant que ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Eh bien, c'est pareil. Plutôt que de résister au vent et de trouver des options en disant clairement aux Français, aux citoyens de ce pays, à ceux qui sont présents, même avec ou sans nationalité. Écoutez, voilà la situation et voilà ce que nous devons traiter. Immigration et démographie, retraite et cotisation. Donc dire la vérité au fond, dire la vérité aux citoyens. La vraie vérité, la vérité qui se discute. Mais parfois aussi accepter un rapport de force. Alors on voit Donald Trump aux États-Unis qui vit que par le rapport de force permanent. En France, il a été élu pour la première fois avec la majorité des voix et la majorité des grands électeurs. Ce qu'il fait, il l'a dit au public, il fait ce qu'il a dit, il dit ce qu'il a fait. Ce qui est terrifiant avec Donald Trump, c'est que c'est le premier homme politique américain à qui on ne peut pas dire qu'il ait menti à ses électeurs.
Oui, oui, mais en France, on n'aime pas ça. Et alors, on voit On par n'aime exemple pas ça, la relation. on l'a pas expérimenté. La relation avec l'Algérie, par exemple, on voit bien. Les élus de gauche font oui. une politique de droite, les élus de droite font une politique Oui. de gauche. La relation pour faire libérer Boualem Sansal en Algérie ou ce genre de choses. Le ministre de l'Intérieur parlait ce matin, encore une fois, de rapport de force avec l'Algérie. On n'a pas l'impression qu'il y a un rapport de force avec l'Algérie. Les vrais rapports de force avec les États étrangers sont ceux dont on ne parle pas, qui ne se voient pas et dont on discute après. Oui. Donc il y a une vraie. La France existe toujours. La France a toujours ce poids à l'international. Elle est très affaiblie. Et pourquoi elle est affaiblie? Versatilité de ses dirigeants, arrogance de ses dirigeants, inconséquence de sa politique économique et financière, crise budgétaire. Elle ne donne pas très envie, malgré la qualité exceptionnelle de sa jeunesse, par exemple. Oui. Mais est-ce que les Français sont prêts à des sacrifices? Bien sûr, ils en font tout le temps. Tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en ont marre. Oui. Et les hommes politiques leur en demandent encore? Ben, bien sûr, et tout en eux-mêmes se laissant aller à quelques excès qui leur sont naturellement reprochés. Oui. À certains moments, vous parlez de cette expression qu'on entend parfois, le camp du bien. Et alors, c'est vrai, votre livre s'appelle Déclinocène, mais le camp du bien, c'est quoi aujourd'hui, au fond? Il y en a plus. Oui. D'abord, il n'y a plus de bien, puisqu'il n'y a plus de vérité. Donc, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de mensonge. Non, le débat aujourd'hui, il est qu'il n'y a plus de camp du bien. Puisque, par la cancel culture, par exemple, la gauche bien pensante a créé une droite réactionnaire et s'étonne de son existence en ayant refusé le débat, en ayant interdit la discussion Chacun et le se dialogue. sert de l'autre, en fait, au fond. Ah non, mais là, la gauche a réussi à être la fossoyeuse d'elle-même et a créé une droite réactionnaire populaire. Pas populiste, populaire. Oui, mais la gauche a aussi besoin de l'extrême droite pour asseoir son discours, ça n'a existé, faire le barrage républicain. Oui, ça n'a existé que deux fois. Une fois sous François Mitterrand, en faisant monter artificiellement le Front National de l'époque pour empêcher la droite d'être trop majoritaire, et récemment aux élections législatives pour empêcher le Rassemblement national d'avoir une centaine de députés de plus. Oui, est-ce que ça a encore un sens, cette notion de front républicain? Vous qui êtes républicain, Alain Bauer. Moi, je suis un républicain, mais moi, je respecte les électeurs. Dans la République, il n'y a pas de posture morale où on dit aux électeurs « nous avons raison, vous avez tort ». Ça, c'est le drame de la noblesse d'État qu'elle pense à la place du peuple. Le peuple, il faut aller le voir, il faut lui parler. Moi, je signe des livres, je rencontre des gens, je suis dans la rue, je me balade, je n'ai pas 15 gardes du corps, et les gens viennent me voir parce qu'il y a un effet, pardonnez-moi, c'est dans l'air, il y a un effet au bout de l'enquête, je ne parle que du service public, il y a un effet chaîne en continu où je vais de temps en temps, où les gens ne viennent pas m'engueuler ou m'insulter ou m'agresser, mais me poser des questions, discuter de quelque chose que j'ai dit. Donc il existe un dialogue. Et dans les conférences publiques où j'ai des centaines de personnes, dont des gens qui sont très remontés, très coléreux, très hargneux, ce que j'appelle la rageosphère, ils me posent des questions et je discute immigration et démographie. Et ça se passe très bien. Oui. Est-ce qu'ils ont le sentiment, ces Français, ces citoyens, qu'au fond, la liberté d'expression aujourd'hui en France n'est plus ce qu'elle a pu être? Oui, ils ont eu ce sentiment parce qu'ils ont eu cru que, par exemple, et je pense que ce n'est pas vrai, en tout cas pas dans ce qui en est injustement dit, on n'écoutait que la gauche sur le service public. Ce n'est pas vrai. Mais il y a un climat général de camp du bien. Avec, on ne parle pas aux intels, puis maintenant qu'ils sont présents, on fait comme si, et puis du coup on découvre qu'il y a un peuple derrière, un peuple considérable. Moi je vais chez LCI, chez BFM et chez CNews, je dis la même chose à des gens différents que je ne rencontrerai jamais ensemble, sauf dans mes conférences publiques. C'est pour ça que je vais partout. Oui. Et pour ça que vous êtes écouté aussi, Alain Bauer. C'est vrai que vos livres sont toujours des cartons, vos émissions aussi. On pourrait parler aussi de votre passion pour les faits divers. Ça, c'est un sujet, on a vu... Comme professeur de criminologie, c'est... L'affaire Jubilard, là on est cette affaire terrible de la petite Lola, c'est aussi le signe d'une France confrontée à l'horreur, à la terreur aussi. Oui, mais c'est vrai depuis l'affaire Troppmann en 1867. L'affaire Troppmann a créé la presse populaire du crime. Oui. C'est les frères Kessel qui ont inventé le journal détective. Mais cette passion-là exprime quoi, au fond? C'est vrai que c'est sordide. Crime, c'est la vie. Oui. La mort, c'est la vie. La violence, c'est la vie. Tout ça sont des éléments qui sont constitutifs de notre vie quotidienne. Avant, on regardait la violence de loin. Maintenant, on la voit de près. Et donc, la violence extrême qui nous faisait peur parce qu'elle était lointaine et extrême est devenue une violence ordinaire et quotidienne. En 2025, au mois de juin, pour la demi-année, donc ça ne vaut que pour ce que ça vaut, nous avons le pire rythme de violence, d'homicide et de tentatives d'homicide depuis qu'il y a une statistique dans ce pays, c'est-à-dire 50 ans.
Les gens, ils le voient, Oui. ils le vivent. C'est une réalité. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est un climat de violence. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité physique. Et donc la peur fait partie de cette réalité physique. Vous diriez ce mot, parce que ensauvagement, vous le dites d'ailleurs dans le livre. Alors moi je l'utilise assez peu, hein, je parle des problématiques qui vont avec, je ne l'utilise pas sous un angle de déclinaison politicienne, comme mexicanisation ou ensauvagement. Je dis simplement qu'il y a un retour à une forme de barbarie, au sens historique du terme, et que dans la transition vers la mise en sûreté, la mise en sécurité, la promesse de l'État, qui est celle de la protection, vers une situation qui est celle que nous vivons aujourd'hui, la peur de sortir, la peur d'être agressé, la peur d'être piqué, la peur d'être violé, la peur de l'antisémitisme, la peur de l'islamophobie, la peur de... Eh bien, tout le monde a peur de quelque chose, Oui. à tel point même qu'on se demande si on va sortir. Peur de la guerre civile, peut-être on entend Oui, bien certains sûr. dire Peur que de ça la peut guerre. arriver. Elle est, Oui. elle est Ou de la face à guerre nous. tout court. Peur Oui. de la guerre. J'avais écrit ça dans Au commencement était la guerre, le volume 1 de cette série. Donc on sent bien que, vous voyez, moi, chaque volume de cette série, Au commencement était la guerre, Tu ne tueras point, La conquête de l'Ouest et Décline aux Seines, parle d'une des angoisses que vivent les gens en leur expliquant pourquoi, comment, et éventuellement s'il n'y a pas une petite chance de pouvoir en sortir par une volonté publique, populaire, le peuple avec les élites et pas sans, qui s'appellerait résistance. Merci beaucoup Alain Boer. Décline aux Seines, Sauver les humains ou la planète, point d'interrogation. C'est publié dans la collection Choses vues chez Fayard. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.